Bonjour Alban Michon. Bonjour. Vous êtes un aventurier, explorateur français qui a pris part à des expéditions exceptionnelles, notamment en 2010 vous plongez au pôle Nord, géographique. En 2012 vous parcourez 1000 km en kayak maritime en longeant les côtes du Groenland et vous plongez sous les icebergs en prenant bien votre temps. C'est pas des petites plongées rapides, j'imagine. Non, c'est ça. À 11 ans vous découvrez la plongée sous-marine et vous êtes tout juste majeur lorsque vous débutez les saisons en Corse, à Porquerolles, en tant que moniteur. Donc vite passionné quoi. En fait, à 11 ans j'étais passionné, direct. Dès la première plongée. Vous savez, je crois que c'est ça qu'on appelle la passion. C'est le truc, c'est un peu comme l'amour, c'est-à-dire c'est un truc qui fait boum boum dans votre cœur, on ne sait pas d'où ça vient. Et ben j'ai été passionné parce que je suis 3 d'origine, j'ai aucune raison de plonger. Mes parents, ma famille, personne ne faisait ça. Donc je pense que c'est à l'époque, je regardais Cousteau les dimanches, peut-être, de temps en temps, je les regardais. Il y a un truc qui s'est créé et c'est ça la passion. Donc voilà, à 11 ans, j'ai décidé de plonger et puis je me suis dit quand je serai grand, je serai moniteur de plongée puis aventurier. Et votre devise, c'est se dire que rien n'est impossible. Donc vous êtes vraiment allé jusqu'au bout de cette devise. Oui, puis en plus j'ai un nom qui est un peu bizarre, c'est Alban Michon, donc j'en suis toujours servi en disant Alban, rien n'est impossible, c'est Michon impossible, je m'en sers un peu comme de l'humour, rien n'est Michon impossible dans la vie. Aujourd'hui nous sommes à Port-Fréjus pour l'inauguration du sentier du Mérou qui s'inscrit dans le cadre de la fête de la biodiversité. Et alors vous êtes le parrain de ce parcours. Comment est-ce que la rencontre s'est faite entre vous et le Port-Fréjus ? Alors c'est Cécile Gallet qui m'a présenté au directeur du Port-Fréjus, Glenn. Et puis très rapidement avec Philippe aussi Manon, ils ont parlé de cette idée de la fête du port et puis de vouloir partager aussi des connaissances, de faire un sentier pédagogique, d'expliquer. C'est-à-dire que on veut tous changer le monde, mais à un moment pour changer le monde il faut aussi faire des choses et expliquer aux gens d'une manière très pédagogique, créative, factuelle, simple aussi. Les choses peuvent changer dans le bon sens sans que ça soit très compliqué. Et ce sentier pédagogique, il est très sympa parce qu'il est ludique, donc les enfants peuvent adhérer à ce trajet, et en même temps il y a des panneaux qui expliquent un petit peu d'une manière simple aussi que ce qu'est les posidonies, pourquoi les poissons il faut les protéger, pourquoi on ne va pas prélever telle ou telle espèce. Donc il y a des choses qui sont simples et si on n'explique pas aux gens, en fait on n'est pas censé le savoir. Donc il ne faut pas en vouloir aux gens en fait, de ne pas par exemple respecter la posidonie, parce que la posidonie qui est une espèce protégée en Méditerranée, qui est le poumon de la Méditerranée, bah, des fois les gens ils pensent que c'est une algue et puis ils font pas gaffe parce qu'ils ne savent pas. Donc il faut expliquer et moi je crois sincèrement en la pédagogie. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite dit oui et adhéré au projet. Alors la Méditerranée est reconnue comme l'un des 25 points chauds les plus importants de la biodiversité mondiale. Sur les 1300 navires de pêche que compte la mer Méditerranée, 90% sont à destination de la pêche dite au petit métier artisanal, celle qui constitue donc une façon de se nourrir pour les pêcheurs et les populations diverses et qui n'endommage pas en fait la biodiversité. Pour vous, quel est le problème? D'où vient, s'il y en a bien, d'où vient le problème? Le problème, j'aurais tendance à dire, il est multiple. Le souci, il est global. Pour moi, il y a deux gros soucis. Le premier, c'est que 80% des déchets qu'on trouve en Méditerranée viennent du continent. 80%, c'est énorme. C'est-à-dire que si on fait attention, si on va commencer par mettre les choses à la poubelle, ce qui paraît logique, mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, un Français sur 3 jette ses déchets par la fenêtre de sa voiture. Un Français sur 3. C'est la même chose pour les cigarettes. Si les fumeurs mettaient dans les poubelles, dans des cendriers leurs cigarettes, c'est des choses qui sont simples et basiques, hein, j'invente rien. Donc on va commencer par le commencement. Une cigarette, un mégot qui tombe dans l'eau, c'est 500 litres d'eau polluée. Ensuite on a le microfibre, les microplastiques qu'on trouve en Méditerranée. Alors ça c'est un problème qui est encore un peu différent, mais qui peut se résoudre avec le temps. Je pense sincèrement qu'on peut faire des choses avec le temps, avec une volonté et un courage politique. On pourrait changer les choses. J'aime aussi dire et rappeler que la mer Méditerranée est une vraie belle mer et qu'il y a de plus en plus de poissons depuis 40 ans. Pourquoi? Parce que
Depuis 40 ans, 50 ans, il y a quand même des choses qui ont évolué. Notamment, on parlait de la pêche tout à l'heure. Il y a les mailles des filets, des horaires, des réglementations qui ont été imposées aux pêcheurs, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de respect de la pêche aussi, qui est quand même la pêche raisonnée aujourd'hui, en tout cas sur les petits pêcheurs qu'on a dans la région. Ensuite, on a, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 30 ou 40 ans, quand on allait à la plage, moi quand j'allais à la plage, je ramenais sur les serviettes des boulettes de pétrole. Oui, Qui oui. n'existe plus aujourd'hui. Les gens l'oublient. Comme il y a eu des réglementations, il y a eu des bateaux, on oblige les bateaux à double coque, récupérateur d'eau noire, récupérateur d'eau usée, les dégazages au large qui sont très surveillés avec des amendes records. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on n'a plus de boulettes de pétrole ou quasi plus sur les plages, donc hormis quelques accidents. Donc on s'aperçoit que quand on fait des choses, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Avant, on n'avait pas autant d'usines de traitement des eaux sur la Méditerranée, sur la côte méditerranéenne. Aujourd'hui, il y a des usines de traitement des eaux et des déchets quasiment partout. Donc tout ça fait qu'il y a de plus en plus de poissons, il y a des zones protégées de plus en plus, il y a le parc national de Porcou. Ici, proche de Fréjus, il y a des zones qui sont préservées, on ne peut pas jeter l'encre, on ne peut pas pêcher, on peut... Donc, eh ben oui, j'aime rappeler aussi le côté, et je suis très optimiste, la mer est une très belle mer, Méditerranée, et il y a de plus en plus de poissons. Vous avez parlé des algues, que ça équilibre cette biodiversité. Et moi, je vois quand même souvent, par exemple, des municipalités qui enlèvent les algues des plages. Est-ce qu'il n'y a pas une question de clientélisme? En juin ou juillet, en juin en tout cas, je le vois aussi près de chez moi, on évacue les feuilles de posidonie. Pourquoi? Parce que ça fait dégueulasse, c'est sale, etc., etc. Les gens ne savent pas ce qu'est la posidonie, que c'est une espèce qui est vitale pour la Méditerranée. Donc les gens pensent que c'est dégueulasse et ils disent tous c'est des algues. Déjà, c'est pas une algue, c'est une plante. Donc déjà, les gens ne savent pas à quoi ça sert et ça sert à la protection de l'érosion du littoral. Je ne dis pas que l'année prochaine, vous revenez, ce sera des glaces du sable. Hein. Oui. Et les municipalités rajoutent du sable parce que comme on retire la posidonie, il y a l'érosion du littoral qui arrive. Mais qui te dit que dans 20 ans, peut-être qu'on laissera la posidonie? Vous avez parcouru l'Europe de Bruxelles à l'Andalousie via Cologne et Marseille pour tester la combinaison spatiale insubmersible Gondolfi 2.0, avec pour ambition d'être le premier homme à plonger sur Mars. Mais dites-nous en plus. Alors, ça c'était pour un film qui s'appelle L'homme qui voulait plonger sur Mars. Depuis que je suis enfant, j'ai rêvé d'eux. J'ai rêvé d'être moniteur de plongée, j'ai rêvé d'être explorateur aventurier. Je garde aussi des rêves qui seront certainement inaccessibles. Il y a deux choses qui m'intéressent dans la conquête spatiale. La première chose, c'est qu'on a découvert récemment, il y a quelques années, qu'il y a de la glace sur Mars. Alors, j'ai passé mon temps à plonger sous la glace, du pôle Nord au pôle Sud, en passant par l'Aïbaïkal, le machin. Donc, je me suis dit, ça sera pour être un super défi. Je pense que ça va rester du domaine du rêve. Mais le rêve, il est intéressant parce qu'il nous permet d'évoluer. On parle de changement, on veut se passer du pétrole, on veut se passer du nucléaire, on veut se passer de plein de choses. Il n'y a que parce qu'on va développer des technologies, des nouvelles technologies via la recherche spatiale qu'on arrivera à créer des nouveaux systèmes d'énergie. Et souvent on critique d'ailleurs, mais j'aime quand même rappeler que les couches ont été développées pour les astronautes, que le téléphone portable qu'on utilise tous les jours, s'il n'y avait pas eu la recherche spatiale, on n'aurait pas de téléphone portable, on n'aurait pas de GPS, donc on ne peut pas passer notre temps à cracher dessus. Je suis bien évidemment contre la colonisation de Mars, mais je suis pour la recherche spatiale. Ce film, donc L'homme qui voulait plonger sur Mars, en fait, l'idée c'était d'aller à la rencontre de plusieurs scientifiques et d'étudier un petit peu toutes les difficultés que vont avoir les astronautes pour aller faire un voyage de 6 mois sur Mars, de rester 1 an et demi au bout de la planète quand même, et de revenir au bout d'un voyage. C'est une expédition qui va durer 3 ans. Donc on est sur quelque chose qui est techniquement très très difficile, mais techniquement hyper intéressant. Puis j'ai testé ce scaphandre qui sert d'entraînement pour les astronautes quand ils veulent s'entraîner en mer ou en piscine pour simuler l'apesanteur sur la Lune ou sur Mars. Donc j'ai eu cette chance de tester ce scaphandre sous la glace qui est mon univers. Et alors, est-ce qu'il reste encore quelque chose à explorer sur notre planète Terre? Le monde est à explorer et à découvrir. Aujourd'hui, on n'est plus là pour découvrir des nouveaux territoires. A priori, ils sont tous plus ou moins découverts. Mais il faut quand même se dire que chaque année, les scientifiques ou des explorateurs découvrent entre 15 à 17 000 espèces, ce qui est énorme en 2020. 75% des océans ne sont pas explorés. Ma dernière expédition, c'était sur le passage du Nord-Ouest dans le Grand Nord canadien. C'est un grand canal de 3000 km de long
40 km de large, et comme il y a de moins en moins de glace, il y a de plus en plus de bateaux qui passent. Ce canal-là est correctement cartographié à 5%. C'est-à-dire que si on veut protéger le monde, il faut comprendre le monde. Là où ça change le plus, c'est les pôles, notamment le pôle Nord. Une de mes missions à chaque fois, c'est de travailler avec des scientifiques pour, là où ne vont pas les scientifiques, d'apporter des informations. C'est parce qu'on est plusieurs explorateurs à travailler sur différents programmes scientifiques qu'on peut comprendre l'évolution du monde. Donc il y a tout à faire, il y a tout à comprendre. Le monde est encore à découvrir. Quelle est votre actualité? Qu'est-ce qui arrive? Avec le Covid, il y a pas mal de choses qui ont été annulées, notamment des festivals. Je prépare une prochaine aventure, encore le monde polaire, le monde arctique, avec une équipe cette fois-ci. Ce serait la nuit polaire, mais voilà, aujourd'hui, tant que le Covid nous lâche pas trop un peu la grappe, c'est un peu compliqué. Ce que je peux dire, c'est que l'hiver prochain, je monte la première école des explorateurs, qui n'a jamais existé, qui n'existe pas. Donc je monte l'école des explorateurs, on va dire plutôt accès polaire, pour la partie sous-marine et la partie extérieure, pour des entraînements très spécifiques. Passer à travers les glaces tout habillé, monter une tente en pleine tempête. Donc voilà, la première école des explorateurs que je devrais monter l'hiver prochain. Toutes les expéditions, ce que j'aime, c'est les partager. Donc je fais des films, je fais des livres, et après je fais des conférences. J'aime parler de croire en soi, que tout est faisable, que rien n'est mission impossible, j'en parlais tout à l'heure. Tous les projets, tous les rêves sont accessibles. Et moi, quand je suis au bout du monde et que j'arrive à faire des choses, je me dis, putain, j'en ai chié, c'était galère, c'était difficile, c'était compliqué, mais en même temps, c'est que difficile, et c'est que compliqué. Et ici, quand on a un problème, quand on essaie de faire quelque chose, dès qu'on a le moindre problème, on se dit, oh, je laisse tomber, ça marchera pas. Ouais, mais ça veut dire que c'est possible, c'est que difficile. On trouve toujours des milliers de raisons de ne pas faire les choses. On arrête, on fonce. Merci Alban. Merci, c'était classe.